C'est l'histoire d'une mort annoncée. Celle d'une halle aux chaussures, comme il en existe des centaines dans nos zones commerciales. À Mions, près de Lyon, un magasin en bout de course vit peut-être ces dernières semaines. Gérald Gauthier en est le gérant depuis 13 ans. Le mardi, il reçoit les livraisons. Et la récolte est devenue bien maigre. Donc là, c'est ma livraison de la semaine. C'est toute ma livraison et c'est tout mon travail pour toute la semaine. J'ai une seule livraison par semaine. Et au lieu de mes 140 colis, je vous dis, j'en ai à peu près 5. Voilà. Depuis le mois de novembre, la halle aux chaussures n'est presque plus approvisionnée. À l'intérieur, les stocks fondent, le magasin se vide. À cette période de l'année, entre les soldes et la nouvelle collection, Gérald Gauthier a plutôt l'habitude d'être débordé et de chercher de la place pour empiler ses cartons. Mais cette semaine, la direction lui a demandé de rassembler les chaussures au centre du magasin pour cacher la misère. On essaye de tout remettre sur le centre en fait, du magasin pour donner une impression de volume. C'est les consignes que nous, on a eues aujourd'hui par notre direction, de façon à faire semblant d'avoir du stock. Mais nous, c'est un crève-cœur de faire ça aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que c'est la fin, quoi. Le rideau n'est pas encore définitivement baissé sur la halle aux chaussures de Mions, mais c'est tout comme. Quelques heures plus tôt, Gérald et ses vendeuses ont eu une mauvaise nouvelle. Ils ont trouvé le local de leur magasin en location sur Internet. Selon eux, la direction n'a même pas pris soin de les avertir. Ouais, donc ils ont flouté l'image, mais on reconnaît bien le magasin, il n'y a pas de souci. Si vous consultez le Bon Coin, voilà ce que nous on a trouvé aujourd'hui sur le site du Bon Coin. Donc il est mis à la location avec un loyer à 6 500 € par mois. À partir du 31 juillet, on n'est plus dans le local. On ne travaillera plus sur la halle aux chaussures de Mions et on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Et vous la prenez sur le Bon Coin? Et on la prend sur le Bon Coin. C'est juste énorme. Je ne sais pas quoi dire. Dans 4 mois, Gérald, Patricia et Isabelle seront peut-être au chômage. Le plus dur, c'est pas de savoir que le magasin il ferme. En fait, le plus dur, c'est de ne pas avoir l'information. C'est de ne pas savoir ce qu'on va devenir. À 48 ans, je vais faire quoi? Déjà à 35 ans, quand on cherche du travail, on est vieille. Mais alors 48, qu'est-ce que je vais faire, moi? Gérald, Patricia et Isabelle vont bientôt faire partie de l'un des plus importants plans sociaux en France cette année. La halle aux chaussures. C'est l'une des enseignes du géant français de l'habillement, aujourd'hui dans la tourmente. Vivarte. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ces marques, vous les connaissez toutes. Naf Naf, Minelli, Chevignon, Koukaï. Sans oublier la marque historique, André. Il y a 2 ans, Vivarte, c'était 17 enseignes qui vous habillaient de la tête aux pieds. Mais dans quelques mois, il n'en restera plus que 7. Sur les 22 000 salariés du groupe, environ 2 600 auront perdu leur emploi avant la fin de l'année. C'est 10 fois plus que Whirlpool à Amiens, et pourtant, cela fait peu de bruit. Comment un géant a-t-il pu ainsi sombrer? Notre enquête nous a menés au cœur d'un monde qui préfère rester dans l'ombre, le monde de la finance. Je n'avais jamais vu le fonctionnement de ces entités-là, et donc, a fortiori, je n'avais jamais vu une telle mécanique de découpage se mettre en route. Ils avaient la vie de 22 000 salariés, ils ont joué avec, mais ils ont joué avec en toute conscience. Leur objectif, c'était de faire de l'argent rapidement. C'est du financement à haut risque. Le capitalisme peut devenir fou.
La vague de licenciements chez Vivarté commence il y a 2 ans. Avant la halle aux chaussures, c'est la halle aux vêtements qui dégraisse. 1600 personnes perdent leur emploi. À Agen, sur les 3 halles, 2 ont fermé. Jusqu'en novembre 2015, Sandrine travaillait au magasin de Boué, dans la périphérie d'Agen. Vendeuse pendant 21 ans, jusqu'à sa lettre de licenciement. Tous les matins, on se levait pour aller au boulot, et puis du jour au lendemain, on a tendance à vouloir partir alors que c'est fini, quoi. On a tendance à vouloir y aller, on a du mal à le réaliser, que c'est fini. Cette mère de 2 enfants reçoit bien des propositions de reclassement, mais dans des magasins trop loin de chez elle, à plusieurs heures de route. Avec un crédit sur le dos, un mari qui travaille, impossible pour elle de déménager. Et comme la loi l'exige, la direction lui fait même d'autres offres plutôt inattendues. Donc le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, et puis accessoirement la Chine, voilà, pourquoi pas. Hein. Et alors, vous y avez pensé, aller en Chine? Du tout, mais alors absolument pas. Je ne vois pas ce que je pourrais aller faire en Chine. La halle aux vêtements, c'était son premier vrai travail. D'un seul coup, tout s'arrête. Sandrine s'enferme et passe 10 mois entre les 4 murs de sa maison, en dépression. On se coupe un peu du monde, on ne veut plus parler, on ne répond pas au téléphone, voilà, quoi, on se sent un peu seul, mais voilà. Vous faisiez quoi de vos journées pendant ces 10 mois? Je cogitais, on a que ça à faire, on cogite, on y pense la nuit, le jour, voilà, c'est toujours présent dans notre esprit. Hein. Sandrine a finalement retrouvé un CDD dans une armurerie. Elle sait qu'elle a eu de la chance. Des 7 employés licenciés à Agen, elle est la seule à travailler aujourd'hui. Avec ses collègues, elle retourne pour la première fois devant son ancien magasin. Ça fait bizarre de revenir. On se rappelle quand on nous faisait mettre les affiches liquidation totale. On montait sur les escabeaux et on mettait les affiches. Ouais, encore les scotch. Il fallait quand même continuer à travailler avec le sourire, dans la bonne humeur. Mais c'était pas tous les jours facile. Les employés de la halle ont dû vendre tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis elles ont tiré le rideau, sans un merci de leur direction. Crise économique, concurrence acharnée, erreur stratégique des PDG. Ces dernières années, Vivarté a cumulé les handicaps. Mais les employés de la halle ont compris trop tard qu'il y avait une autre raison à l'échec. Des actionnaires qui en demandaient toujours plus. Ils nous disaient tous, ouais, allez-y, vous allez voir, on va remonter le magasin, il faut faire ci pour attirer les clients, tout ça, pour rendre le magasin attractif et tout et tout. En fait, tout ça, c'était du blabla, parce qu'en fait, dès le départ, c'était foutu, quoi. Justement parce qu'avec ces actionnaires-là, qui en fait étaient en haut et que nous, on ne savait pas. Ces actionnaires-là. Brigitte parle des fonds d'investissement qui possèdent Vivarté. Des financiers dont le fonds de commerce est d'acheter et de revendre des entreprises en espérant une grosse plus-value. Pour comprendre, il faut remonter à 2007. Vivarté est à vendre. C'est alors un groupe florissant qui gagne beaucoup d'argent. Tout va bien. Vivarté pèse 3,4 milliards d'euros. Un groupe de fonds d'investissement anglo-saxon, Charterhouse en tête, est intéressé. Mais n'a que 800 millions d'euros à mettre sur la table. On est loin du compte. Alors, voilà comment ils vont faire. Les fonds empruntent 2,6 milliards à des banques. Jusque-là, c'est logique. Sauf que ce n'est pas eux qui vont rembourser. Cet énorme prêt,
c'est à l'entreprise de le payer. Chaque année, Vivarte doit à la banque entre 150 et 200 millions d'euros, juste pour permettre à son propriétaire de l'acheter. C'est ce qu'on appelle un LBO, Leverage Buyout. En français, ça veut dire achat par effet de levier. Drôle de montage, mais tout à fait légal, et qui permet aux fonds d'investissement d'acheter des entreprises sans trop dépenser, ni prendre trop de risques. Pour Jean-Louis Alfred, représentant syndical chez Vivarte depuis 20 ans, ce LBO, c'est le péché originel. C'est tout bénéfice quand on regarde bien. C'est-à-dire que le gars, il arrive, il a rien. Et c'est même pas lui qui rembourse, non, c'est nous. Donc c'est les salariés qui le payent fortement. Donc oui, c'est vrai que c'est un système ignoble. Au tout début, le LBO ne pose pas trop de problèmes. Vivarte gagne suffisamment d'argent pour payer la dette et investir dans ses magasins. Mais les beaux jours ne vont pas durer. En 2008, la crise éclate. Peu à peu, les ventes ralentissent. Vivarte gagne moins d'argent. Les banques, elles, continuent de réclamer les intérêts. Vivarte se retrouve submergée par la dette. Ce qui a pénalisé Vivarte, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est tombé sur un montage fou où toute la richesse créée par les salariés passait en fait à 80% dans le remboursement des intérêts de la dette. En 5 ans, Vivarte a payé 1,2 milliard d'euros, rien qu'en intérêts. En 2012, un nouveau patron prend les rênes du groupe, Marc Lelandais. Il découvre une dette de 2,8 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 3 milliards. On a fait bonne route ? Oui, Ouais. très bien. Marc Lelandais a beaucoup hésité avant de nous parler. Critiquer ouvertement la finance, c'est plutôt risqué. Selon lui, Vivarte a mis fin à sa carrière de patron. Il a dû quitter le monde des affaires. Vous êtes blacklisté, vous ? Ah oui, oui, clairement. Donc vous prenez la tête de Vivarte en 2012. Dans quel état vous trouvez le groupe ? L'entreprise ne peut plus payer, elle n'a plus de capacité d'investissement, elle est étranglée. C'est exactement la logique du cercle vicieux. Vous générez moins de cash, vous ne pouvez plus investir dans les métiers, dans les entreprises pour les adapter ou leur permettre de croître, et ainsi de suite. Et puis vous descendez, et ce qui fait que votre résultat d'exploitation, eh bien, il s'effondre, il tombe comme une pierre. Le couperet du LBO s'abat sur Vivarte. En pleine crise, le groupe a du mal à tenir le choc. Charterhouse, le principal actionnaire de l'époque, a refusé toute interview. Nous avons seulement pu parler à l'un de ses dirigeants par téléphone. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Aujourd'hui, on dit que c'est la faute de ce LBO. C'est pas le LBO qui met en danger les salariés de l'entreprise. Il y a des entreprises qui ferment, il y a des entreprises qui bougent et qui sont pas sous LBO tous les jours. Oui, mais est-ce que c'était pas un petit peu ambitieux de s'endetter de plus de 2 milliards d'euros ? S'il n'y avait pas eu de crise, tout se serait très bien passé. En fait, on fait un LBO en considérant qu'il n'y aura pas de crise, quoi. Non. Alors, attendez, vous parlez d'une crise comme la crise de 29. Bon, alors, bien entendu, a posteriori, c'est facile de réécrire l'histoire et de dire il y avait trop de dettes. Ok, il y avait trop de dettes. Bah, oui, c'est normal, vous le direz, c'est normal, moi je dirais la même chose. Oui, il y avait trop de dettes. En fait, faire un LBO, c'est parier sur un monde sans accident, sans crise, sur un horizon toujours radieux. Quand on me dit qu'on ne pouvait pas prévoir la crise, si automatiquement on peut se dire que demain les jours peuvent être moins bons. Donc la première chose qu'on fait en responsabilité, c'est de se donner une marge de manœuvre. Là, on s'est donné, c'est un saut à l'élastique qu'on a fait. On ne s'est pas donné aucune marge de manœuvre. On a dit on y va. Ils avaient la vie de 22 000 salariés, ils ont joué avec, mais ils ont joué avec en toute conscience. Leur objectif, c'était de faire de l'argent rapidement. Un des fondateurs du LBO me disait un jour la meilleure façon de faire faillite, c'est de faire un LBO. C'était de l'humour anglo-saxon. Mais ça voulait bien dire que le principe même du LBO
c'est du financement à haut risque. En 7 ans, le géant français du commerce voit ses bénéfices chuter de 84%. Le groupe florissant devient une entreprise fragile. Après la halle aux vêtements l'an passé, un autre plan social est en préparation chez Vivarté. Pour Gérald Gauthier, c'est le début d'un nouveau bras de fer pour conserver les emplois. Le gérant de la halle aux chaussures de Mions est représentant syndical. Toutes les semaines, il monte à Paris. Il sait le combat inégal contre des adversaires qui ne descendent même pas dans l'arène. Les actionnaires, il ne les a jamais vus. Les moyens en fait entre des gens comme moi dans ma boîte et les actionnaires sont complètement disproportionnés, quoi. Ils ont des cabinets d'avocats, des juristes, ils ont des bardés de cabinets de conseil. C'est David contre Goliath un peu. C'est un peu David contre Goliath, mais si le combat était perdu d'avance, j'y mettrais peut-être pas autant d'entrain. Cette fois, c'est la halle aux chaussures qui risque de licencier. Ce matin, Gérald a rendez-vous pour une action à Plaisir, en région parisienne. Je suis obligé de serrer. Ça va être compliqué. Ils sont trop petites ces chasubles. Les syndicats veulent profiter de cette première journée de solde pour informer les clients des licenciements à venir. Grâce à nos actionnaires, on se retrouve là aujourd'hui. Ces fonds de pension anglais-américains nous ont carrément spoilé l'entreprise. Bonjour. Mais des clients, il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, des manifestants non plus. Nous, on est qualitatif, on n'est pas quantitatif. Voilà. C'est ça les cadres. Mieux vaut rire face à l'ampleur de la tâche. On a amené la crème. Vivarté compte encore aujourd'hui 16 000 salariés et leur avenir repose sur les épaules d'une poignée de syndicalistes. Ils ont beau faire du bruit, ils ont du mal à se faire entendre. C'est un groupe qui est compliqué à mobiliser dans le sens où vous avez des multitudes de magasins avec des petites grappes de salariés un peu partout en France. Si on veut par exemple mobiliser les salariés qui sont sur Bordeaux ou qui sont sur Auch ou n'importe où en France, en fait, ils n'ont pas les moyens de descendre ici. Du coup, c'est plus compliqué de se faire voir et de faire comprendre aux gens notre message, puisqu'en fait, on n'arrive pas à montrer le nombre de salariés qui vont être impactés. Bon, c'est bon, vous êtes prêts? Allez, on y va là. La vingtaine de syndicalistes repart un peu désabusée, sans avoir réussi à communiquer sur l'un des plus grands plans sociaux de l'année. À Agen, les licenciés de la halle aux vêtements ont décidé de passer la vitesse supérieure. Comment ça va? Elles vont attaquer directement les actionnaires. Ouais, ça va pas mal. Bonjour, vous allez bien? Avec une centaine de leurs collègues dans toute la France, elles ont saisi un avocat. Ah, effectivement. Moi, j'ai pas mal de choses à vous dire. Voilà. Et pas n'importe lequel. Vous expliquer sur le licenciement l'année dernière. Fyodor Rylov a un surnom, la terreur des patrons. Goodyear, Continental, Samsonite, PSA. Là où il y a des plans sociaux ces dernières années, Maître Rylov n'est jamais bien loin. Vous avez toujours été extrêmement déterminé. C'est une très belle victoire. Encarté au Parti communiste, il a une spécialité, empêcher les actionnaires toujours plus gourmands de détruire l'emploi. Et donc, c'est pas complètement impossible que nous ayons des actionnaires qui non seulement ne cherchent pas à sauver l'entreprise, mais veulent précipiter sa perte, veulent actionnaires. Maître Rylov veut faire l'autopsie de Vivarté, exiger des actionnaires qu'ils dévoilent les contrats qui les lient à l'entreprise, comprendre quelles sont leurs intentions. Car s'ils ont agi au détriment du groupe,
Maître Rilov pourra alors contester les licenciements et obtenir des indemnités. La loi autorise un licenciement économique, mais quand les difficultés sont engendrées par les propriétaires de l'entreprise, qui, pour telle ou telle raison, estiment que le démantèlement de l'entreprise, c'est le processus qui leur rapportera le plus d'argent. Bon, les décisions prises à ce moment-là par les propriétaires de l'entreprise sont des décisions qui ne sont pas légales. Là, il y en a une que je suis en train Des actionnaires prêts à détruire l'entreprise pour gagner plus d'argent. C'est la justice qui tranchera. Une chose est sûre, en 2014, le groupe change d'actionnaire. Ils vont se révéler encore plus voraces que les précédents. Ce sont 4 fonds d'investissement anglo-saxons. Oaktree, Babson, Alcentra et GoldenTree. De bien jolis noms qui évoquent le grand air. Prenez cette vidéo d'Oaktree par exemple. Pour les 20 ans de la boîte, les employés ont fêté ça ensemble. Ils sont souriants, bien dans leur peau. Ils ont le sens de leur prochain, écolo et solidaire. On adore la plage, alors la possibilité de faire un geste, de la nettoyer et de la rendre plus belle, c'est une expérience formidable. Ce qui est super chez Oaktree, c'est qu'il y a plein de gens engagés dans leur travail et dans leur communauté. Et chez Oaktree, il y a aussi plein de petits chiens, tous très gentils. Il y a à peu près 150 employés qui sont venus et 60 chiens. Oaktree adore les animaux. Mais si vous demandez son avis à Jean-Louis Alfred, le syndicaliste, ce n'est pas l'image d'un chien qui lui vient. Pour lui, Oaktree, c'est plutôt ce qu'on appelle un fonds vautour. On les appelle fonds vautours, pourquoi? C'est un vautour, en fait, quand il sent que quelqu'un, une bête est blessée ou sur le point de mourir, eh ben, il tourne autour. Il tourne autour et dès qu'il sent que ça commence à toucher, eh ben, il va se débrouiller pour qu'elle meure et pouvoir servir dessus. Ces fonds ne sont pas du tout des entrepreneurs. Leur métier à eux, c'est de spéculer sur la dette. En fait, ils gagnent de l'argent sur des entreprises en difficulté. Alors, comment ont-ils pris le contrôle de Vivarte? Souvenez-vous, en 2014, le groupe est sous le coup d'un LBO raté, endetté à hauteur de 2,8 milliards d'euros. C'est toujours Marc Lelandais qui tient les rênes de l'entreprise. Il n'arrive plus à payer. Il n'a plus le choix. Il doit renégocier la dette. Votre entreprise, elle est à l'asphyxie. Et il n'y a donc pas d'autre solution à ce moment-là. Soit il faut déposer le bilan, soit il faut négocier un abandon de la dette. Dans des proportions qui n'ont jamais été réalisées auparavant. Puisque c'est 2 milliards. Or, ceux qui possèdent cette dette, c'est-à-dire ceux qui ont prêté l'argent, ce sont les fameux fonds. Oaktree, Alcentra, Babson et GoldenTree. Pendant 8 mois, ils négocient avec les actionnaires de l'époque. Ils finissent par accepter d'écraser 2 milliards de dettes. Ils n'ont pas vraiment le choix. Mais en échange, ils prennent le contrôle de Vivarte. Ils prennent la place des actionnaires. Ce sont maintenant eux qui possèdent l'entreprise. Pour récupérer leur mise, ils vont mettre encore plus de pression sur Vivarte. Un homme peut en témoigner. Pierre-Antoine Gailly a présidé le conseil d'administration de Vivarte en 2016. Il était de toutes les réunions. Les fonds, il les a vus de près, avant de claquer la porte en complet désaccord avec leur stratégie. On se rend compte que l'objectif des fonds est beaucoup plus court-termiste et il est beaucoup plus sur la récupération d'argent que sur le développement à moyen terme d'une entreprise. Ils le disent, oui, très clairement, en disant ça ne va pas assez vite pour nous. Il faut restructurer plus vite, il faut
tailler dans les effectifs plus vite, il faut éventuellement vendre plus vite. Vendre plus vite, céder des marques, découper le groupe. C'est la clé. Car les fonds ont négocié un accord. Seuls 95 millions d'euros iront dans les caisses de l'entreprise. Au-delà, l'argent des ventes leur revient intégralement. C'est ça, la logique. Récupérer un maximum d'argent en vendant Vivarté à la découpe. Du coup, ils ont intérêt à démanteler l'entreprise. C'est la conséquence logique, et c'est en réalité ce qui est leur moteur, bien sûr. Bon, je n'avais jamais vu le fonctionnement de ces entités-là, et donc, a fortiori, je n'avais jamais vu une telle mécanique de découpage se mettre en route, et une telle violence dans les échanges exister. En 2 ans, Vivarté a mis en vente 8 enseignes sur 17 et perdu 30% de son chiffre d'affaires. Il y a toujours des crocodiles plus méchants que vous. Et c'est ce que je retiens de cette rencontre avec ces fonds dits spéculatifs. J'ai été effaré de voir que ça pouvait exister. En avril 2015. Des chiens, des vautours, des crocodiles. On se croirait presque dans un documentaire animalier. Bien sûr, nous avons tenté de joindre les représentants des fonds, mais aucun n'a accepté de parler. Ce qu'on sait, c'est que l'un d'entre eux travaille à Paris, Donald Briden. Nous sommes allés devant son bureau, au siège du fonds Octree. Nous avons attendu longtemps. Il n'est jamais venu. Heureusement, nous avons son numéro de téléphone. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Nous, on aimerait comprendre en fait quel est l'intérêt des fonds en fait dans l'entreprise. Non, mais attendez, je ne parle pas aux journalistes. Ah, pourquoi vous parlez pas aux journalistes? Parce que c'est une règle absolue. Je n'ai rien à dire. Vous comprenez qu'il y a quand même des milliers d'emplois en jeu et c'est assez légitime de se poser des questions. Vous êtes en train de déstabiliser l'entreprise par des initiatives intempestives. C'est nous qui déstabilisons l'entreprise. Il y a eu des milliers de licenciements avant même que je m'intéresse au sujet en fait. Attendez, nous travaillons dans l'intérêt de l'entreprise, de ses employés, et on n'est pas là pour faire des médias. Mais vos intérêts ne sont pas forcément les mêmes que les intérêts de l'entreprise. Si vous avez des choses à répondre à ça... Je suis désolé, mais vous racontez n'importe quoi. Non, bien, je vous souhaite une bonne soirée, madame. Nous ne saurons pas ce que les fonds ont fait pour aider l'entreprise. Mais la suite va nous faire encore plus douter de leurs bonnes intentions. Il est près de 5 h du matin à Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon. Gérald Gauthier s'est levé tôt. Vivarté s'apprête à annoncer les nouveaux plans sociaux. Voici des mois qu'il attend cette journée. C'est un peu comme... je suis un peu comme un condamné en fait, qui attend sa sentence. Voilà, on veut... Malgré que les annonces soient difficiles à entendre et malgré qu'on sache effectivement que c'est compliqué, on veut savoir ce qui va se passer parce qu'on n'en peut plus d'attendre quoi. Dans quelques heures, Gérald sera fixé sur l'avenir de son magasin et des 600 halles aux chaussures dans toute la France. Nous sommes le 23 janvier, au lendemain des primaires de la gauche. Bonjour à tous, Benoît Hamon, grand vainqueur, Manuel Valls, deuxième, c'est le verdict du premier tour de la primaire du PS, analyse et réaction dans un instant. Hier, c'était donc les primaires de la gauche. Est-ce qu'il y a un des candidats qui s'est exprimé sur le dossier Vivarté? Pour l'instant, on n'a eu absolument aucune intervention de quelque candidat que ce soit des primaires de la gauche. Que ce soit à gauche ou à droite, on a l'impression que Vivarté est absolument invisible. C'est 2000 licenciements l'année dernière, c'est pas un mot. C'est des licenciements à venir, c'est toujours pas un mot. En fait, voilà, je pense qu'ils ne savent même pas que Vivarté existe. Vivarté, c'est pourtant une bombe sociale en pleine campagne électorale. Mais Gérald n'attend pas grand-chose de la politique.
Cela fait des années qu'ils ne votent plus. Bon, il y a un peu de monde, ça va? Ouais, bah nous, ça arrive. Oui, nous aussi, ça va arriver au point de goutte. Devant le siège de Vivarte à Paris, les syndicats attendent l'heure des annonces du PDG. N'hésitez pas, vous voulez une chasuble ou un petit drapeau? On peut peut-être vous équiper. Ça va aller, bon courage, un petit drapeau pour monter dans le bureau. Les salariés sont dans la rue! Les salariés sont dans la rue! Les syndicats sont pessimistes. Le nouveau patron, Patrick Puy, n'est pas un tendre. Lorsqu'il a été nommé, au mois de novembre 2016, Gérald a pris peur. C'est ni plus ni moins qu'un fossoyeur. Il est là uniquement pour faire sa boucherie, désosser le groupe, tirer le maximum de pognon du groupe, sans s'occuper des salariés, sans s'occuper des licenciements qu'il va y avoir. Il ne tient pas compte des conséquences sociales, ça ne l'intéresse absolument pas. Patrick Puy a une réputation qui le précède. On l'appelle le fossoyeur de Moulinex. C'est lui qui a fermé l'entreprise il y a 15 ans et licencié 3600 personnes. Depuis, là où il passe, les entreprises dégraissent. Arc International, Vogica, Smoby. Patrick Puy est ce qu'on appelle un manager de transition, spécialisé dans le redressement d'entreprises en difficulté. En 2011, dans une vidéo tournée pour une école de commerce, il se décrit plutôt comme un médecin urgentiste. Survivre, ça veut dire qu'on se sera coupé un bras, on se sera coupé une jambe, mais que l'entreprise, au bout de votre mission de manager, elle continuera, elle pourra recommencer son développement. Et donc vous êtes un médecin urgentiste. Et les qualités pour réussir ça, cette mission, c'est d'accepter de faire des choses qui sont pas normales, pas morales, pas justes. Quand il faut licencier beaucoup de gens, qu'il faut le faire vite et qu'il faut le faire à moindre coût. Il ne faut pas leur dire les conditions font que... Il faut leur dire j'ai décidé que vous êtes licencié. Et là, les gens, ils ne vont pas parler du pourquoi, ils vont parler du comment. Et donc vous avez commencé à gagner la partie. Ce jour-là, chez Vivarte, l'urgentiste va passer 2 heures à dresser un diagnostic très sombre du groupe. Les résultats seront détaillés le lendemain. André et Naf Naf sont mis en vente. 142 magasins de la halle aux chaussures vont fermer et 706 nouveaux postes seront supprimés dans le groupe. Dans quelques mois, Vivarte n'aura plus que 11 000 salariés, contre 22 000 il y a encore 4 ans. Juste après les annonces, dans un café parisien, Gérald et les autres représentants syndicaux accusent le choc. Ouais. Ils ont en main la liste des 142 magasins Halles aux chaussures qui vont fermer cette année. Celui de Gérald est bien présent. Arnaud a découvert hier que son magasin, lui aussi, faisait partie de la liste. Il fait partie de la charrette. Ouais. Celui à Karim fait aussi partie de la charrette. Celui de Karim aussi, maintenant, fait partie de la liste. C'est une surprise, vous n'étiez pas au courant? Oui, franchement, on n'était pas du tout au courant. C'est dans une zone de chalandise où il y a du passage, des touristes, où ça marche très très bien. On fait beaucoup de chiffre d'affaires. En plein Paris. Est-ce que vous avez prévenu vos collègues? J'ai appelé tout de suite mon équipe pour leur dire que la fermeture était confirmée. Les filles sont tristes. Elles s'attendaient à cette nouvelle-là, mais elles sont tristes. J'ai des filles qui ont plus de 20 ans d'ancienneté à la Halle aux chaussures, en fait. Elles ont consacré leur carrière et leur vie à la Halle aux chaussures. C'est juste dégueulasse, quoi. Ce plan social est déjà le 5e en 2 ans. Les syndicalistes craignent que ce ne soit pas le dernier. Quelques jours après les annonces, Patrick Puy, le PDG, accepte finalement de nous rencontrer. Nous avons mis du temps à le convaincre, mais ça y est, nous allons découvrir ce qui se cache derrière cette porte. Donc la Halle, ça reste dans le groupe. Carole, ça reste dans le groupe. André, c'est vendu. Naf Naf, c'est vendu. San Marina, ça reste dans le groupe. On peut leur filer la direction de la Bonjour. communication. Vous nous suivez, on va aller là-bas.
Nous sommes encadrés par les responsables de la communication. Patrick Puy donne peu d'interviews. Et quand il en donne, il veut tout contrôler. Bonjour. Bonjour. Élise Menant. Patrick Puy. Enchantée. Il nous impose une condition. Nous devons diffuser l'interview en intégralité. Nous ne pouvons rien couper. On a droit à 6 minutes. Je vais juste mettre un petit chronomètre. C'est parti. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous êtes le sauveur de Vivarte, mais est-ce que vous n'êtes pas plutôt en train de démanteler le groupe? J'aime pas dire que je suis le sauveur. L'entreprise aujourd'hui est dirigée par un comité, et ce comité va travailler pour sauver l'entreprise, ou pour sauver toutes les enseignes de l'entreprise. Est-ce que vous n'êtes pas en train de le démanteler, le groupe, en ce moment? Je vous dis pour sauver toutes les enseignes de l'entreprise. Ça veut dire que on va faire des travaux pour faire en sorte que toutes les enseignes de l'entreprise soient demain en mesure d'assurer leur développement, mieux qu'aujourd'hui. Ça veut dire être capable de se développer, et c'est ce qu'on va faire. Bon, on est un peu embêtés. Ça ne fait que 32 secondes et l'interview a duré 6 minutes 13. Notre métier, c'est aussi de couper pour aller à l'essentiel. Mais si vous voulez regarder l'interview en intégralité, vous pouvez aller sur le site de France Télévisions. Désolé, monsieur Puy, nous allons faire un petit bond en avant dans l'interview. Mais promis, vos réponses sont intactes. Est-ce que Vivarte est aujourd'hui aux mains des fonds vautours? Vous connaissez ma réponse. Vivarte aujourd'hui est dans les mains de ses créanciers. Alors, vous les qualifiez de fonds vautours, je ne connais pas ce terme-là. Cette entreprise avait trop de dettes, pour des raisons qui sont historiques. Il fallait donc que des gens viennent l'aider. Ces gens-là l'ont fait. Ils ont tant d'être rémunérés, ça paraît normal. Mais est-ce que c'est aux salariés de trinquer pour qu'ils puissent être rémunérés? Les salariés ne trinquent pas. Les salariés qui sont dans le groupe vont avoir les conditions de vie et de développement les meilleures qui soient, sauf les quelques salariés qu'il va falloir licencier, parce que... On parle de milliers de salariés qui ont perdu leur emploi et qui vont perdre leur emploi. Mais ils ne sont pas licenciés parce qu'il y a des fonds. Ils sont licenciés parce que le marché du textile, et le marché du prêt-à-porter, le marché des chaussures a considérablement décru. Et que les modes de consommation ont changé. Il faut s'y adapter. D'accord, mais ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, l'argent du groupe sert surtout à rembourser la dette. Non, chère madame, on dépense par an à peu près 100 millions d'investissements. Ça veut dire quoi? Mais vous remboursez plus en dette. On rembourse la dette, on va le faire. Pour une partie, parce que je vous rappelle, 2 milliards ont été écrasés et 800 millions vont l'être. 2 milliards 800 millions. C'est un record mondial. Oui, mais c'est un record mondial d'abandon de dette. 6 minutes 13, on va devoir s'arrêter là, mais j'ai encore plein de questions. C'est dommage si on avait plus de temps quand même. À entendre Patrick Puy, les fonds sont en train d'effacer 800 millions supplémentaires de dettes. On aurait bien aimé savoir à quelles conditions. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le groupe Vivarte sera-t-il démantelé encore plus rapidement? L'entreprise va-t-elle survivre, amputée des 2/3 de ses marques? Et que prévoit-on pour les 706 personnes qui vont perdre leur emploi cette année? À ce stade, on se demande aussi ce que fait l'État. Le quinquennat de François Hollande devait être celui d'une loi contre la finance. C'est en tout cas ce qu'il avait promis quelques mois avant son élection, dans le discours du Bourget. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. 5 ans après, alors que son mandat s'achève, un géant français est en train de tomber, notamment sous les coups de ce monde de la finance. Nous avons cherché à joindre le ministère de l'économie, plus précisément Christophe Sirugue, le secrétaire d'État en charge du dossier Vivarte. Nous avons appelé, écrit, appelé encore.
Nous n'avons jamais eu ni de oui ni de non, jusqu'à ce texto. Élise, comme indiqué à plusieurs reprises, l'agenda de Christophe Sirugue ne nous permet pas de donner suite à votre demande. Comme le ministre a un agenda très chargé, il a fallu s'adapter. Ce jour-là, Christophe Sirugue convoque les médias pour un point presse sur Alstom. Nous laissons d'abord nos confrères poser leurs questions. Et en fin de rencontre... Bonjour Monsieur Sirugue, je travaille pour Envoyé spécial. J'ai une question sur un autre dossier, sur Vivarte. 5 ans après mon ennemi, c'est la finance. On est en face d'un groupe de 17 000 salariés qui est à l'agonie, en partie à cause de la finance. Est-ce que c'est pas un peu un aveu d'échec du gouvernement? Non. Je pense qu'à un moment, la position, d'abord sur cette déclaration, je pense qu'il faut toujours la mener dans sa globalité plutôt que d'en extraire qu'un élément. Mais cela étant, sur la question de Vivarte, nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec Myriam El Khomri sur ce dossier. Qu'est-ce que vous avez fait contre la finance pendant ce quinquennat? Vous interrogerez le ministre des Finances. Parce que là, on est sur une rencontre avec Alstom. La personne qui nous coupe, c'est la responsable de la communication. C'est Vivarte, en fait. À un moment, c'est bon. Alors, Élise, alors déjà, je ne vous autoriserai pas à utiliser les images que vous avez faites ici. Vous nous avez fait une demande, on vous a dit non. Enfin, vous n'êtes pas supposé être ici. Pourquoi vous dites non, en fait? C'est-à-dire que nous, vous a dit que ce il nous n'était semble pas légitime. possible. Ça me semble assez normal de demander... Vous auriez la gentillesse de raccompagner mademoiselle, s'il vous plaît. Oh non, non, mais moi je suis très calme, monsieur. Je suis très calme. La rencontre n'est pas terminée, on se fait mettre à la porte. Mais c'est si gênant que ça, ce dossier, en fait, pour le gouvernement? En 3 mois, nous n'avons jamais eu de réponse autre que celle-là, de la part du gouvernement. Pourtant, l'État donne chaque année à Vivarte 45 millions d'euros sous forme de crédit d'impôt, notamment pour la sauvegarde de l'emploi. C'est peut-être le plus surprenant dans cette histoire, le silence des pouvoirs publics et des hommes politiques. Ce jour-là, les candidats à la présidentielle sont réunis à la maison de la radio. Alors nous décidons de leur demander ce qu'ils savent de Vivarte. Monsieur Fillon, est-ce que Vivarte vous dit quelque chose, monsieur Fillon? Ça commence pas très bien. Monsieur Hamon, certains ne s'arrêtent même pas. Une petite question sur Vivarte, s'il vous plaît, sur Vivarte. Oui, mais je peux pas répondre. À la date du tournage, Benoît Hamon était pourtant le seul candidat à avoir rencontré les salariés de Vivarte. Monsieur Cheminade, est-ce que Vivarte, ça vous dit quelque chose, Vivarte? Oui. Qu'est-ce que ça vous dit, Vivarte, monsieur? Monsieur Cheminade, ça me fait rire. Monsieur Asselineau, je peux vous poser une petite question? D'autres ne connaissent même pas. Vivarte, ça évoque quoi pour vous? Vivarte? Vivarte. À vrai dire, pas grand-chose. Je ne répondrai pas quand je ne sais pas. Alors, vous dites langue au chat. Je ne sais pas, c'est les plus grands plans sociaux en ce moment en France. 2800 licenciements en 2 ans. Oui, Comment ça se fait que c'est pas au cœur de la campagne? Justement, c'est une honte. Ça devrait y être. Quelques candidats en ont bien entendu parler, mais cela reste plutôt vague. C'est un plan social. Et vous savez, on parle de Vivarte, mais on pourrait parler de Whirlpool, on pourrait parler de tous ces plans sociaux scandaleux, mais qui ont une cause... Est-ce que vous savez le nombre de licenciements chez Vivarte? Considérable, je ne sais pas le nombre exact, vous pouvez me l'apprendre. Marine Le Pen n'étant pas là, c'est son directeur de campagne qui nous répond. Bonjour, monsieur Rachid. Bonjour. Un certain nombre de fermetures de magasins que je déplore, évidemment. Est-ce que vous savez le nombre de licenciements en ce moment chez Vivarte? Pas précisément, mais vous allez sans doute me le dire. Je crois c'est que 2800 plusieurs licenciements milliers de personnes, oui. En 2 ans. C'est le plus gros plan social en ce moment en France. Comment ça se fait que c'est pas au cœur de la campagne? Mais ça devrait l'être. 3 candidats savent vraiment de quoi il s'agit. Monsieur Poutou, s'il vous plaît. Le nom de Vivarte, ça vous évoque quelque chose? Oui, c'était les entreprises, la chaussure et tout ça, là. Ouais. Le plan de licenciement, les fermetures de magasins, oui. Emmanuel Macron ne peut ignorer le dossier. Il était ministre de l'économie lorsque Vivarte s'est effondré. Je sais que c'est une situation qui a fait justement l'objet d'une très mauvaise restructuration. On a laissé des intérêts financiers décidés pour le compte de l'entreprise et où les créditeurs ont pris la main sur l'entreprise. C'est 2000 emplois qui sont sur la sellette à Vivarte et je ne cesse de le dénoncer effectivement parce que c'est un grand groupe qui a été siphonné par des fonds capitalistes et les salariés de Naf, de la Halle aux vêtements, de Koukaï, ils savent que ce ne sont pas eux qui ont mis le groupe en difficulté.
Jean-Luc Mélenchon était absent ce jour-là et n'a pas répondu à nos sollicitations. En tout cas, Vivarte ne semble pas être une priorité de sa campagne. En 2012, la fermeture des hauts fourneaux de Florange avait agité la présidentielle. Une partie des candidats s'était rendue sur place. 630 personnes risquaient alors de perdre leur emploi. 5 ans plus tard, avec 4 fois plus de licenciements, le démantèlement de Vivarte se poursuit, dans l'indifférence.